Bonsoir à tous, ici Anthony Dallaire et voici vos informations. C'est ce soir qu'a lieu la deuxième séance de consultation publique sur le développement sénateur à Rouyn-Noranda. Hier soir, les résidents de la future zone tampon de la fonderie Horn ont pu émettre en exclusivité leurs propositions et discuter de la nature du futur projet. Un reportage d'Alexandre Cabana. Une soirée en deux temps. Bien que l'accueil était tiède, rapidement les citoyens sont appelés à mettre sur table leur propre vision de ce que pourrait être le projet domiciliaire du futur quartier Sénator. On s'implique, on débat et on rêve. Du pain sur la planche suite à ces rencontres-là parce qu'on va, toutes les post-it, toutes les notes qui ont été prises ce soir, on va les traiter, on va les rentrer dans un fichier Excel, hein, c'est très palpitant. On va tout traiter ces informations-là, on va faire un rapport et ça va aussi, bien évidemment, c'est ça l'objectif, ça va contribuer à élaborer des propositions de concept d'aménagement. Logement, milieu de vie et aménagement étaient au menu. La firme montréalaise d'architecture et de design Domus tenait à prendre le pouls de la population de Rouyn-Noranda. Il n'y a rien de mieux que les résidents de la population de Rouyn-Noranda pour nous dire un peu comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on veut vivre, dans quel type de milieu on veut vivre. Donc, pour nous, ça nous donne énormément d'informations pour, après ça, aller en mode plutôt conception. Puis on sera de retour après ça avec des scénarios qu'on va présenter à la population. Puis encore là, la population va avoir son mot à dire dans le processus pour dire qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils préfèrent pas. Puis ultimement, on présentera un scénario final. Avec les propositions venaient aussi les éléments que les citoyens ne voulaient pas voir. En début de soirée, une présentation d'un logement à plus de 30 portes en a refroidi certains. Au final, les participants sont retournés chez eux satisfaits de l'accueil, mais rapportent avec eux un lot de questions toujours sans réponse. Ils ont pris nos idées, ils ont pris nos idées, mais là, il reste à savoir s'ils vont tenir compte de ce qu'on a dit et de ce qu'on veut. C'est certain qu'on va être perdant là-dedans. En quelque part, il va falloir faire des compromis ou tout simplement aller voir ailleurs. Le risque que je voyais, c'est qu'on ne réussisse pas, après ça, que le plan ne réussisse pas à combler ces rêves-là et puis qu'il nous coupe l'herbe sous le pied. On ne réussisse pas à rentrer dans la zone. Si le projet domiciliaire de plus de 100 logements demeure un projet comme les autres, la ville de Rouyn-Noranda le présente assurément comme une belle option pour la relocalisation. J'avais certaines inquiétudes. On est sensible à la situation que ces gens-là vivent. Là. C'est une annonce qui est quand même bouleversante là, dans la vie de tous les jours, là, d'apprendre qu'on doit déménager. C'est quand même un scénario, un échéancier qui est agressif. Là. On veut aller vite, on veut bien faire les choses quand même. C'était donc la première d'une longue série de consultations avec la population de Rouyn-Noranda. Si le projet Sénator a quelque peu sombré dans les dernières années, mais là, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur ce que la firme de design qualifie de quartier du futur. Une consultation identique a d'ailleurs lieu ce soir avec le reste de la population. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On poursuit en éducation puisque le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi nous confirme qu'elle écarte la fermeture des classes du secondaire à l'École boréale de Nord-Métal et ce, dans un horizon de 5 ans. Les intentions du C2S ont été partagées hier lors d'un conseil d'établissement. Rappelons qu'une citoyenne de Nord-Métal avait publié il y a quelques jours sur les réseaux sociaux ses inquiétudes dans le dossier. Et selon les dernières données de Connexion TCC, près de 2000 personnes sont touchées par un traumatisme crânio-cérébral modéré à sévère par année dans la province. Ici, dans la région, une association peut leur venir en aide. Kimila Liberté nous explique. Premièrement, je ne connaissais même pas ma femme, la mère de mes enfants, mes propres parents. Moi, c'est la première fois que je les voyais. Il y a 12 ans, la vie de Luc Cholette, un travailleur minier de la région, venait de basculer. À la suite d'une sévère chute dans une mine de la Sarre, son diagnostic est tombé. Un traumatisme crânio-cérébral. La cage a viré de travers. Fait que la menée avec un téléphone ou un CB, je ne sais pas trop. J'ai collé les gars de la cage, j'ai dit « OK, arrête ça là ». Ils m'ont détaché, voilà, voir ce soir. J'entendais comme les roches, mais on ne grouillait pas. On t'a viré de travers dans la cage. Fait que là, je dis au gars, je dis « touche plus à rien, mais me détacher ». Erreur de ma vie. En me détachant, ça a pris, peut-être bien, on va dire, 2, 3, 5, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps. Puis la rod, elle a pété. Fait que j'ai tombé en bas, puis la cage m'est tombée une coupelle de pied de moi. Après 2 arrêts cardiaques et plus de 40 jours dans un coma, Luc s'est réveillé, mais les pertes de mémoire, elles, ont demeuré. C'est à ce moment que l'organisme Le Pilier lui est venu en aide. Notre mission principale, là, c'est de développer des services pour les personnes qui ont un traumatisme crânien modéré sévère, à eux autres et à leur famille. Puis, on est là aussi pour briser l'isolement. Les 2 principales causes d'un traumatisme crânien sont les chutes et les accidents de la route. À ce jour, l'Association des traumatisés crâniens de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne 95 membres et leurs proches. On rencontre pour des besoins individuels, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de confiance, des problèmes
à faire leur budget. On peut les aider là, dans différentes sphères de leur vie. En fait, là, il n'y a pas nécessairement de limite tant aussi longtemps que c'est lié au traumatisme crânien. Là, nous, on va être là pour les soutenir. Le pilier, qui œuvre à titre d'organisme à but non lucratif, organise d'ailleurs une activité de financement cette fin de semaine. Un tournoi de pêche sur glace aura lieu ici même, au pied du pont Thompson, ce samedi. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On change complètement de sujet. Le salaire minimum va augmenter de 50 cents à partir du 1er mai prochain. Le salaire passe donc de 15,25 à 15,75 de l'heure. Le gouvernement du Québec a pris cette décision en raison de l'incertitude économique qui touche particulièrement les commerces de détail et la restauration. Le ministre du Travail, M. Jean Boulet, affirme que plus de 200 000 travailleurs seront affectés par cette hausse, dont près de 111 000 femmes. Et on reste dans le monde économique, puisque Desjardins compte fermer 30 % de ses centres de services d'ici 2026. Ce sont donc près de 190 centres de services qui devraient cesser leur activité dans un horizon de 3 ans. Le but est de centraliser les services et ainsi déplacer les opérations courantes vers sa plateforme numérique Accéder. Rappelons que l'an dernier, 62 caisses ont cessé leur activité dans la province. Le mouvement Desjardins assure que toutes les options, comme la réduction des heures d'ouverture ou le partage de services avec une succursale régionale, sont étudiées avant de procéder à une fermeture. Au culturel, c'est aujourd'hui que l'humoriste Daniel Grenier débute sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Il présente ce soir son spectacle Jaune au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Il prend ensuite la route pour Amos et Val-d'Or. L'humoriste que l'on a connu dans le trio Les Chickenswell nous offre maintenant ses spectacles solo depuis près de 10 ans. Au sport, après leur visite à Rouyn-Noranda d'hier, les Cataractes de Shawinigan sont à Val-d'Or ce soir pour y affronter les Foreurs. Ce sera seulement un deuxième affrontement entre les deux formations. Val-d'Or avait remporté le premier duel plus tôt cette saison par la marque de 5-4. D'ailleurs, le Vert et Or tentera ce soir de freiner à 13 sa séquence de défaites. La rencontre doit débuter à 19 h ce soir. Dans tout ça, il faut garder un équilibre, là, parce que là, ça commence à bien aller. Là, tu mènes 1-0, tu mènes 2-0, on l'a vécu dimanche. Là, mais c'est de garder, de jouer de la même façon pendant 60 minutes. Ensuite de ça, des fois, on a eu une petite séquence que là, on marquait moins de buts. Fait que là, les gars devenaient frustrés. Quand tu as une ou deux bonnes chances de marquer, tu ne scores pas, là, tu deviens un petit peu impatient, frustré. Donc, c'est de garder un équilibre dans tout ça, gérer nos émotions. Puis il y a des belles choses qui vont arriver. De leur côté, les Huskies de Rouyn-Noranda ont malmené les Cataractes de Shawinigan hier soir et finissent leur soirée de travail à domicile avec un gain de 6-1. Le but gagnant a été marqué par Jérémy Langlois. Demain, les Huskies vont affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand au Centre d'excellence Sport Rousseau dès 19 h. Et toujours dans la LHJMQ, le Rouyn-Norandien Nathan Darvaux, qui évolue avec les Tigres de Victoriaville, a enregistré une 9e mention d'aide en carrière durant le mois de janvier. Il dépasse donc le joueur Brendan Whitney au premier rang dans l'histoire de l'équipe pour le plus de passes pour un gardien de but. Et Nathan Darvaux a également obtenu une 10e mention d'aide le 24 janvier dernier lors d'un match contre les Foreurs de Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la brume intermittente qui se changera en neige intermittente au courant de la nuit. Pour ce qui est de la température, on parle d'un minimum oscillant entre -1 et 0 degrés Celsius. Pour demain, c'est de la neige pour tous les secteurs avec un maximum de 0 degrés. Et en aperçu pour vendredi, c'est dégagé avec un maximum de -2 pour l'Abitibi et de -4 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente soirée.